Voici la suite de Hunter x Hunter, avec l'arc de la guerre de succession qui suit directement celui du continent caché. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'arc du continent caché, je vous invite à aller la voir avant celle-ci. Vous avez juste à cliquer sur la petite fiche en haut à droite. Ne perdons pas plus de temps et reprenons directement la suite de l'histoire. Après que Kurapika ait trouvé le traître parmi les Zodiacs, un messager du roi vient à la rencontre du 4e prince et lui explique que seuls les enfants légitimes du roi pourront participer à cette guerre de succession et que celle-ci débutera dès que le départ à bord du Blackwall sera donné. Toutefois, si un des princes venait à disparaître avant la cérémonie, la bataille serait annulée. Nous découvrons alors tous les princes du 1er au 14e selon leur âge, le roi ayant 8 épouses légitimes. Une fois que le prince a accepté les modalités, le messager lui demande de mettre une goutte de son sang puis sa main dans une étrange jarre. Le prince le fait donc, c'est alors qu'une mystérieuse fée apparaît et met un bonbon dans la bouche du prince. Le messager explique alors que c'est un rituel spécifique de la famille royale de Kakin, et que celui qui désire ardemment accéder au trône se verra alors recevoir un pouvoir spécial. Ce pouvoir a été créé par le premier roi de Kakin qui vivait dans la solitude, et permet donc au prince de recevoir une entité spirituelle protectrice qui veille et vive en eux. C'est une créature de naine indépendante qui s'adapte à la personnalité du détenteur. De retour à l'association des Hunters, Miss Ice Toom indique à Beyond Netero qu'il reste 35 jours avant le départ vers le continent caché, et que le roi demande que Beyond soit présent la veille pour la cérémonie de départ. Miss Ice Toom tente alors de négocier des informations sur le traître parmi les Zodiacs en échange d'être libéré pour la cérémonie. Mais Beyond Greator qui n'est pas au courant s'il y a un espion ou non, et de plus, il n'a que faire de cette cérémonie. Son but principal est le continent caché, et il tâchera juste de préserver la réputation du roi jusque-là. Kurapika a analysé les réponses de Beyond avec son pouvoir, et il semble dire vrai. Il propose donc de le laisser tranquille jusqu'au départ. Cependant, Miss Ice Toom craint que Sayu aide Beyond à sortir, mais Kurapika n'en est pas si sûr, car ils ont tous à gagner à rester tranquilles jusqu'au départ. On apprend alors que Sayu a dévoilé lui aussi son pouvoir. Il est capable d'invoquer 3 singes qui font perdre la vue, l'ouïe et l'odorat à leurs adversaires quand il les touche. Kurapika, analysant sa réponse, déduit qu'il ne ment pas. Sayu serait alors le seul traître. Il propose donc d'analyser les autres enregistrements le concernant pour avoir d'autres indices et pense qu'il faudra intervenir juste avant l'arrivée sur le nouveau continent pour ne pas faire l'objet de suspicions. Toutefois, il faudrait réunir de nouvelles preuves avant de coincer Sayu, sans quoi les autres Zodiacs pourraient mal le prendre d'avoir dévoilé leur pouvoir pour une mise en scène. Le téléphone de Kurapika sonne alors. On apprend que les princes font de plus en plus de demandes de garde du corps, ce qui est un problème car certains espions pourraient en faire partie. Il y a d'ores et déjà 6 requêtes. Face à cette situation, Kurapika engage 5 Hunters que l'on connaît bien pour infiltrer les rangs. Parmi eux se trouvent Basho et Senritsu de la famille Nostrad, Anzo de la même promotion de Hunter que nos héros, Izunabi celui qui a appris le nen à Kurapika, et enfin Biscuit, une des mentors de Gon et Killua. Kurapika précise alors son objectif qui est d'approcher Tseridonich, le 4e prince. Tous se placent alors sur une requête différente, et Kurapika tente alors par déduction de trouver le prince le plus proche du 4e, Arkenberg, qui a formulé une requête. Tous reçoivent alors un texto leur donnant rendez-vous dans différents endroits pour une réunion d'information. Kurapika se rend donc à celle-ci et découvre qu'il a choisi le 14e prince qui est encore un bébé. La mère du 14e prince, Oito, lui dit alors que c'est parfaitement le profil qu'elle recherchait, car elle a fait exprès de faire correspondre son profil à celui de Arkenberg. Elle souhaitait absolument quelqu'un capable de tuer s'il menace s'approcher de son fils. Elle explique ensuite le jeu de survie qui se joue entre les princes pour désigner le futur roi, et que Wigoru renie tout prince qui ne souhaiterait pas être roi et participer à cette guerre même si c'est un enfant. Oito lui dit alors que s'il reste, elle paiera le double de ce qui est initialement prévu, s'ils en sortent vivants, et que s'il décide de partir, elle lui paiera ce qu'il est prévu pour garder ses informations secrètes. Kurapika accepte alors de rester mais à certaines conditions, qui nous sont encore secrètes. On apprend alors qu'il y a différentes castes entre les épouses et les princes et que Oito était issu d'une famille pauvre avant que le roi ne tombe amoureux d'elle.
mais elle a découvert que ce qui était le plus précieux pour elle n'est ni le luxe ni le pouvoir, mais nul autre que le 14e prince Wobble, qui n'est autre qu'une petite fille. Kurapika la prend alors dans ses bras et compte bien la protéger. Au même moment, Izunabi a été assigné au 6e prince, Biscuit au 13e, Basho au 7e, Senritsu au 10e et enfin Hanzo au 12e. Pendant ce temps, à la tour céleste, un grand combat est sur le point d'avoir lieu, celui de Hisoka contre Kuroro. Hisoka s'apprête alors à réaliser son rêve et les deux ne comptent pas se retenir pour ce combat, car ce sera un combat à mort. Le combat commence alors et les deux déploient leurs naines. Kuroro sort alors son livre et matérialise l'aiguille de Sherkan de la brigade qu'il plante dans l'arbitre qui part alors à l'assaut de Hisoka. Hisoka pense alors que l'arbitre est une diversion de Kuroro pour lui planter une aiguille, sauf que c'était une feinte. Kuroro assène alors à Hisoka une pluie de coups de pied. Le magicien utilise alors son Bungy Gum sur l'arbitre pour le propulser à pleine vitesse sur Kuroro qui l'esquive alors. Hisoka pense alors que Kuroro compte bien faire durer le combat et l'arbitre revient de nouveau à la charge. Hisoka rentre alors au contact de l'arbitre avant qu'il n'explose. Kuroro révèle alors un pouvoir qui ne nécessite pas son livre nommé Sun and Moon. Cette capacité lui permet d'appliquer deux sauts, un avec sa main droite et l'autre avec sa main gauche, qui permet de générer une explosion. Kuroro précise qu'à puissance maximale, sa capacité pourrait rayer de la carte tous les spectateurs. Hisoka trouve alors que Kuroro est trop indulgent. Kuroro rétorque qu'il compte bel et bien gagner ce combat et révèle alors qu'avec son marque-page, il peut utiliser une compétence de son livre en le laissant fermer. Il compte donc commencer à utiliser une capacité avec ses mains libres et annonce qu'il a encore 3 autres capacités à dévoiler. Il sort alors une capacité nommée Order Stamp qui permet de contrôler les pantins. Il place alors son marque-page dans le livre et utilise une autre capacité, Gallery Fake, qui lui permet de dupliquer le cadavre de l'arbitre. Il utilise alors son Order Stamp dessus. Le pantin se lève alors et part à l'assaut de Hisoka qui lui arrache la tête directement, ce qui immobilise le pantin. Kuroro révèle alors sa dernière capacité qui lui permet d'intervertir son apparence avec sa cible grâce aux paumes de ses mains, et il révèle alors que Sun and Moon est une capacité permanente qu'il a volée au défunt doyen de Meteor City, ce qui éveille la combativité d'Hisoka. Kuroro l'avertit alors qu'une fois que les sauts sont apposés, ils ne disparaissent jamais. Il demande alors à Hisoka s'ils veulent continuer le combat. Le magicien répond donc qu'il est prêt plus que jamais. Hisoka charge alors Kuroro qui part dans les gradins et utilise ses capacités de contrôle sur les spectateurs qui bloquent Hisoka. Kuroro a alors disparu et utilise Gallery Fake pour créer une armée de pantins qui se rue sur Hisoka qui décide alors d'utiliser son Bungy Gum pour s'élever sur le toit, mais il est vite rattrapé par les pantins. Kuroro profite alors de la diversion créée pour assonner plusieurs coups sur Hisoka. Le magicien décide donc de détruire plusieurs pantins pour se créer de l'espace et essaie de prévoir le prochain coup de Kuroro. Dès qu'il l'aperçoit, il utilise son Bungy Gum pour faire venir une tête de pantin sur Kuroro qui l'esquive et déploie un coup surpuissant sur Hisoka. Mais le magicien avait calculé cette possibilité et utilise le retour du Bungy Gum pour percuter Kuroro. Le chef de la brigade est couvert de sang, mais n'a quand même pas fermé son livre. Hisoka utilise donc le pantin arraché à son aine pour pouvoir détruire tous les autres. Mais Kuroro en profite pour partir de nouveau dans le public. Une fois les pantins vaincus, Hisoka repère alors Kuroro avant qu'il ne change d'apparence et part sur lui. Une course-poursuite s'engage alors, mais Hisoka a attaché son Bungy Gum aux spectateurs qui fuyaient et utilise l'inertie pour les projeter sur Kuroro. Le magicien tente donc d'envoyer une tête de pantin sur Kuroro qui l'esquive, mais c'était un piège pour pouvoir placer son Bungy Gum sur lui. Il utilise donc son pouvoir pour lui placer un violent coup qui l'éclate au sol. Mais il s'est fait avoir, c'est un spectateur qui l'a touché et non Kuroro. Hisoka revient donc au centre de l'arène pour scruter les spectateurs en espérant trouver Kuroro, mais la panique générale ne l'aide pas. Quand tout à coup, la présentatrice du combat se fait voler son micro-casque par Kuroro qui ordonne aux pantins de détruire Hisoka. Une armée court alors à toute vitesse sur Hisoka qui attrape alors plusieurs pantins qui l'utilisent comme une arme pour détruire les autres autour. Seulement, tant qu'ils ne coupent pas leur tête, ils reviennent à la charge. Hisoka ramène alors une tête avec son Bungy Gum qui explose et lui fait perdre une main. Hisoka est alors affaibli et tente de prendre de la hauteur pour échapper aux pantins et fuit jusqu'au second étage, jusqu'à ce que plusieurs pantins se fassent exploser près de lui. Le magicien s'en sort de justesse, mais cela lui a coûté une jambe.
Il tente alors de s'accrocher au plafond, mais Kuroro lui lance des spectateurs pour l'en empêcher, ce qui le fait tomber sur le sol avant que plusieurs pantins se ruent alors sur lui et déclenchent une gigantesque explosion. Quelques heures plus tard, on découvre que l'explosion a tué beaucoup de spectateurs ainsi qu'un des participants du combat, Hisoka Moro. Quelques membres de la brigade viennent donc voir la dépouille de Hisoka, mais Machi décide de rester pour honorer la commande que Hisoka lui avait faite avant le combat. Machi lui rattache donc la tête à son cou, mais tout à coup, le nen d'Hisoka se déploie. On apprend alors qu'il avait donné un dernier ordre à son gum qui est de faire battre son cœur et faire fonctionner ses poumons. Hisoka respire alors de nouveau et est revenu à la vie. Il salue donc Machi et restaure son corps grâce à son Bungy Gum. Hisoka tire alors les leçons de sa défaite et décide que ce sera lui qui décidera à l'avenir qui et où il combattra. Hisoka enchaîne alors Machi avec son nen et lui demande de passer un message spécifique aux membres de la brigade. Il compte les traquer jusqu'à ce qu'il les tue tous. Hisoka part alors et Machi est donc furieuse d'être bloquée. Pendant ce temps, Kuroro reçoit un appel de Shere-Khan qui lui dit que la famille royale de Kakin prendra un trésor de grande valeur pour l'expédition. Kuroro lui indique donc qu'ils vont infiltrer le bateau pour le voler. À la fin de l'appel, Shere-Khan attend Cortopi. C'est alors qu'il voit Hisoka sortir avec sa tête dans les mains. Il fonce alors sur Hisoka et se retrouve avec la tête de Cortopi dans les mains avant de se faire abattre d'un seul coup. Le cadavre de Shere-Khan gît maintenant sur une balançoire. Il ne reste plus que 10 membres de la brigade fantôme dans la chasse de Hisoka. Mais vous savez ce qui est encore plus terrible? C'est que plus de 93% d'entre vous ne sont pas abonnés à la chaîne. Abonnez-vous, c'est gratuit et moi ça m'aide beaucoup dans mon travail. Allez, on repart sans plus attendre dans cette guerre de succession. Plusieurs jours ont passé et nous sommes à la veille du départ vers le nouveau continent. Une gigantesque foule s'est regroupée à Kakin. Le roi fait alors son entrée avec en arrière-plan les princes ainsi que Bion Netero. Le roi se dirige donc en aéronef sur le Blackwall, suivi des princes pendant que les civils embarquent par le ferry. On apprend alors que le Blackwall est composé en 5 niveaux. Le premier est réservé à la famille royale et aux représentants politiques. Le second, lui, est destiné pour les célébrités et les personnes influentes. Quant aux 3 autres niveaux, ils sont pour les civils. Le passage entre les niveaux est gardé par la garde royale. La guerre de succession se jouera alors entre le premier et le deuxième niveau du bateau. Kurapika évalue alors la situation avant de recevoir un appel de Miss Aistum qui avertit qu'au 3e et 4e niveau, la situation est déjà incontrôlable, car il y a beaucoup moins d'installations médicales que prévu pour aucun médecin. Kurapika compte bien tourner la situation à son avantage et a pour plan, si ça dégénère, de se fondre dans la masse avec Oito et la princesse pour échapper à la guerre de succession. Oito tremble alors de peur à l'idée de mourir. Kurapika demande donc aux gardes de la raccompagner dans ses appartements, quand tout à coup Kurapika ressent une aura se dégager du berceau. Au même moment, le Blackwall lève l'ancre et dans un amphithéâtre du second étage, on apprend que le trajet durera 5 semaines et qu'au bout de 3 semaines, le bateau fera un ravitaillement sur le nouveau continent où seront débarqués les civils avant de continuer sur le continent caché. Pendant ce temps, au premier niveau, 3 des membres des Zodiacs, dont Saru, sont assignés à la surveillance de Beyond dans sa cellule. Au 3e niveau, Leoyo et Chidel sont en plein rush dû au manque de médecins. Quant à Kurapika, il découvre un cadavre d'un des gardes de la princesse qui a eu le sang complètement aspiré. Le corps est couvert de trous. Kurapika juge donc que c'est une attaque de naines et demande aux gardes royaux s'ils sont capables d'utiliser le naine. Ceux-ci feignent l'ignorance et disent à Kurapika que la protection de la reine et du prince est la seule chose qui leur incombe. En creusant un peu plus, Kurapika découvre qu'ils ont été engagés par Pariston et qu'ils n'ont donc pas conscience de la guerre de succession. Le seul vraiment au courant est donc Kurapika. Lors du dîner, le roulement entre les princes a lieu. Le premier prince est bien déterminé à rester en vie sur ce bateau. Pendant ce temps, 2 princesses qui sont sœurs partent alors en même temps. L'une ordonne alors à l'autre de s'associer pour gagner cette guerre de succession, puis part. Cette fille n'est autre que sous la surveillance de Senritsu, qui sent la fausse personnalité de la princesse. Au même moment, Kurapika découvre d'autres gardes qui ont été tués. Il sort alors sa chaîne et pointe son pistolet sur les gardes qui l'accompagnent. Et leur dit qu'il va révéler tout ce qu'il sait et que s'il perçoit un mensonge par sa chaîne, il tirera instantanément. Kurapika leur parle alors de la guerre de succession et leur demande s'ils sont au courant. 2 répondent que oui et 3 que non. Il leur demande alors s'ils sont du côté de la princesse. Les 2 répondent alors qu'ils ne le sont pas et expliquent alors que chaque reine peut placer un garde sous celle inférieure pour la surveiller. C'est pour cela que Wobble a donc 7 gardes.
Les traîtres révèlent alors le rituel de l'urne à Kurapika, ainsi que les capacités parasites qu'elle confère. Quand tout à coup, des petites bêtes de naine apparaissent sur la tête des gardes, mais seulement Kurapika et les 3 gardes arrivent à les voir jusqu'à ce qu'elles envahissent la pièce. Kurapika fait alors un rapport au Hunter qu'il a engagé, mais il est le seul à subir cette attaque. Il demande alors à la reine et un des gardes nommé Bill de venir. Ils dévoilent alors leurs informations et conditions de réussite concernant cette mission, pendant que les 2 autres gardes surveillent les traîtres. Mais un cri surgit d'une des domestiques. Kurapika court alors jusqu'à la pièce avec Bill. Il découvre alors qu'un des gardes a tué les 3 autres avec un couteau. Kurapika compte donc le capturer vivant avant qu'il ne se rue sur eux. Kurapika le maîtrise alors rapidement avec sa chaîne et demande à Bill les capacités de naine des autres gardes utiles pour l'extraction. Bill dévoile la capacité de Carton qui a été tué et qui aurait pu être utile, ainsi que celle de Saïd qui est actuellement maîtrisée par Kurapika. Kurapika utilise alors une nouvelle capacité, Steel Chain, qui permet de mettre la cible sous Zetsu et lui emprunter sa capacité de naine. Kurapika suppose alors que sous Zetsu la bête de naine sortira de Saïd, et c'est ce qui se passe, mais celle-ci réussit à s'enfuir. Une fois réveillée, Saïd dévoile que la petite créature de naine demande en permanence à sa cible si elle est libre, et si celle-ci a le malheur de répondre oui, elle prend alors possession de son corps. L'armée royale vient donc embarquer Saïd, mais celui-ci dit alors quelques conseils à Kurapika pour utiliser au mieux son pouvoir. À peine 2 heures après avoir quitté le port, la garde de la princesse est passée de 11 à 2. Bill explique alors que pour les 2 extractions restantes, il faudra soit la coopération de Pariston, soit celle de Beyond. Au même moment, dans la 12e chambre royale, une des reines demande aux gardes d'assurer la sécurité de son fils Marayame aux dépens de sa fille Momoz. Celle-ci n'y voit pas d'inconvénient, on découvre alors que c'est sa bête de naine qui est à l'origine de l'attaque sur le groupe de Kurapika. Pendant ce temps, au dîner, le prince Arkenberg va voir son père le roi et lui annonce qu'il se retire de cette guerre de succession. S'il est venu à cette cérémonie, c'est juste pour ne pas lui faire affront. Le roi lui répond alors de faire comme bon lui semble. De retour avec Kurapika, on apprend que la bête de naine dépend de la personnalité et la psychologie des princes. Oito précise que plusieurs princes préféreraient ne pas faire cette guerre de succession, hormis les 5 premiers. Kurapika en déduit donc que les hostilités débuteront dès la fin de la cérémonie. Pendant ce temps, au dîner de la cérémonie, le 5e prince propose une alliance au 4e prince Tseridenich qui accepte d'éliminer les 3 premiers. Cependant, il garde pour lui sa volonté d'éliminer le 5e par la suite. On apprend alors du roi que les créatures de naine ne peuvent s'entretuer entre elles ni attaquer un autre hôte. Ce système permet donc par la manipulation et la stratégie de désigner qui sera le meilleur roi. Les 200 000 passagers à bord pourront donc servir de sacrifice dans ce but si nécessaire, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Au même moment, la garde du 4e prince essaie de trouver une stratégie pour qu'il n'apprenne pas le naine ou le limiter dans son apprentissage, car un monstre tel que lui n'utiliserait cette force qu'à des fins obscures. Cependant, il a déjà conscience de l'existence du naine à cause de l'alerte qu'a passé Kurapika pendant l'attaque aux autres gardes. Les gardes décident donc le moindre mal qui est de limiter dans son apprentissage. C'est alors que le prince arrive et la garde, Theta, se retrouve face à face avec la bête de naine de Tseridenich. Par la pression qu'elle lui met, elle n'a d'autre choix que de lui révéler la vérité et lui apprendre le naine. Au même moment, le prince Arkenberg rentre dans sa chambre et découvre tous ses gardes inconscients. De retour à la réception, un des princes demande au roi ce qu'il veut dire par le terme survivre et renoncer pour cette guerre. Le roi lui répond alors que le seul et unique survivant sera l'héritier du trône. Le premier prince débarque alors et rentre en conflit avec le second, après avoir promis à son père de purger et de s'occuper de ceux qui ne sont pas dignes pour le trône. Il fait donc une réunion avec son conseiller et en déduisent qu'ils ont perdu l'avantage de la connaissance du naine. Le prince envoie alors ses troupes infiltrer la garde des autres princes avec autorisation de tuer si leur vie est menacée. Un des gardes du premier prince est donc assigné à Wobble et rentre donc dans la chambre. Seulement, il a tué une des servantes pour cause de légitime défense. Ce n'est donc pas un garde, mais un assassin qui a été envoyé. Le problème est que le garde du prince est aussi un garde royal. Sa parole est donc d'or devant un tribunal. Kurapika est donc pris au piège. C'est alors qu'il demande au prince Wobble et à la reine Oito de lui faire confiance. Avec Steel Chain, il transfère la capacité qu'il avait volée à Oito, puis Bill fonce sur le garde qui lui tire dessus, mais avec une protection de naine, il ne subit pas les balles.
Le garde s'apprête alors à utiliser son pouvoir avant que Kurapika ne le touche et le plonge en Zetsu, tout en volant sa capacité. Le garde est alors maîtrisé, mais pour ne pas devoir dévoiler des informations, il s'empoisonne avec du poison qu'il avait caché dans une de ses dents. Le premier prince et son conseiller, qui ont écouté le combat avec leur micro, décident alors d'envoyer un nouveau garde avec la même mission. Kurapika demande donc à Oito d'utiliser la capacité qu'elle vient de recevoir dès qu'elle voit une mouche ou un moustique, ce qui lui permettra d'espionner les autres princes. Quant à Kurapika, il décide de ne pas garder la capacité volée pour l'instant car on apprend que l'utilisation de son Emperor Time lui coûte 1 heure de son espérance de vie pour chaque seconde d'utilisation. Le téléphone sonne alors. La servante explique à Kurapika qu'il y a 3 princes qui essayent de le joindre. Le premier, le troisième et le cinquième, et qu'une mise en attente serait considérée comme une mauvaise intention. Et s'il raccroche, cela équivaut à une déclaration de guerre. C'est alors que le nouvel assassin du premier prince sonne à la porte. Kurapika doit alors vite prendre une décision. Il demande à Bill et à la servante de faire patienter le garde pendant qu'il répondra au premier prince. C'est alors que la servante lui passe au téléphone Zanglei, le troisième prince, qui lui demande des informations sur le naine, mais comme la conversation peut être écoutée, il l'invite dans sa chambre. Kurapika lui demande alors si la reine Oito et le prince Wobble peuvent l'accompagner. Zanglei accepte donc et attend Kurapika d'ici 10 minutes. Kurapika essaie de rentrer en communication avec le premier prince, mais celui-ci a déjà raccroché. Cependant le cinquième est toujours en ligne. Il rentre donc en appel avec lui, sauf que c'est son lieutenant qui répond, et demande une trêve en échange d'informations sur le naine. Kurapika accepte. Le lieutenant lui dit alors qu'il va se rendre dans leur chambre. Kurapika lui demande de patienter, mais il ne veut rien entendre. Kurapika lui dit alors qu'il veut bien l'inviter à entrer, en ignorant l'homme du premier prince qui se tient devant la porte. Le lieutenant abdique et lui dit alors qu'ils se recontacteront dans 1 heure. Après tous ces appels, Kurapika demande à la servante pourquoi elle ne lui a pas passé le premier prince. Elle lui répond alors que le premier prince est un homme cruel et qu'il ne parle pas au peuple et qu'il serait sûrement tombé sur son chef des armées et que toute négociation se serait conclue par la mort des subordonnés. C'est la raison pour laquelle elle lui a passé le troisième prince. La servante fait alors un portrait psychologique des princes et Kurapika comprend mieux cette décision. Il lui demande alors ce qu'il doit faire du garde devant la porte. Celle-ci lui répond alors que chaque élément un peu suspect servira au garde à justifier l'emprisonnement ou l'exécution durant un procès. Kurapika la remercie alors et lui demande de lui dire tout ce qu'elle pense. Kurapika dit alors au garde qu'il est désolé pour l'attente car la reine se préparait à sortir pour aller voir le troisième prince et lui demande donc s'il souhaite les accompagner. Celui-ci refuse. Kurapika laisse donc le soin à Bill de le surveiller pendant son absence. Sur le chemin, les gardes de la porte du quatrième prince remarquent qu'il se déplace. Kurapika arrive alors avec Oito et Wobble chez le troisième prince. Kurapika lui explique alors ce qu'est le naine, ainsi que les bêtes de naine reçues lors de la cérémonie de la jarre. Lui dit qu'il a une information capitale qui pourrait bouleverser cette guerre de succession, et demande donc à Zanglei s'il souhaite qu'il lui en parle ici. Au même moment, on découvre la situation actuelle dans la chambre des autres princes. Pour le prince Arkenberg, il semblerait que ses gardes inconscients ne soient au final qu'un rêve. Dans la chambre du cinquième prince, le lieutenant part à la rencontre de Kurapika dans la chambre de Wobble. Thierry Denich, quant à lui, apprend le naine à une vitesse fulgurante. De retour dans la chambre de Zanglei, le prince dit qu'il porte peu d'importance à l'endroit où il reçoit l'information, mais a conscience que Kurapika a d'autres rendez-vous et manque d'effectifs. Il assigne alors 2 de ses gardes à la sécurité de Wobble, mais un des gardes sous les ordres de la seconde reine doit alors les accompagner. Au même moment, le second prince souhaite tuer le premier prince et Arkenberg. Elle demande donc à sa mère de l'aider. Chez le premier prince, le général de guerre a confiance dans les capacités du garde qu'il a envoyé. De retour dans la chambre de Wobble, Kurapika avertit Bill de la situation. Kurapika se rend alors compte qu'il n'y avait aucun petit animal et que maintenant qu'il a beaucoup de gardes, il serait fâcheux d'utiliser le pouvoir transmis à Oito maintenant. De plus, son Emperor Time continue de lui consumer du temps de vie. On aperçoit alors dans les étages inférieurs du bateau un Kuroro plus froid que jamais. Dans la chambre du 14e prince, Kurapika et Bill fouillent donc la chambre à la recherche d'animaux avant que le lieutenant du 5e prince annonce son arrivée à l'interphone. Kurapika dit alors aux autres gardes que pour éviter les suspicions, ils sont tous invités à venir dans la pièce du fond pour la conversation, ce qui permettra à Bill de continuer à chercher. Mais le garde du premier prince demande à ce que la reine et Wobble puissent assister à la discussion pour assurer leur sécurité et demande alors pourquoi ne pas rester simplement dans cette pièce. Kurapika lui rétorque qu'il y a eu des meurtres ici et qu'il ne souhaite pas traumatiser la reine plus qu'il en est. Le lieutenant du 5e prince rentre alors dans la pièce et soutient la demande de Kurapika. Tous se réunissent alors à l'exception de Bill,
Puis Kurapika explique le naine aux gardes quand tout à coup, la reine aperçoit un cafard. Oito leur demande de faire quelque chose, mais de ne pas le tuer ici. Kurapika appelle alors Bill et dit aux gardes qu'il va leur faire une démonstration du naine pour capturer ce cafard. Il demande alors à Bill de le capturer avec son naine, mais ce n'est qu'une mise en scène car c'est la reine qui va utiliser son pouvoir dessus. Une fois capturée, la reine dit qu'elle se sent fatiguée et qu'elle souhaite se reposer. Elle s'assit donc avec une serviette sur les yeux pour cacher le fait que ce soit elle qui contrôle le cafard. Ils font alors un numéro où Bill fait semblant de contrôler le cafard pour prouver que le naine existe, puis part relâcher le cafard. Mais si les gardes sont ici, c'est pour savoir combien de temps il faut pour maîtriser le naine. Kurapika dit alors qu'il faut 2 semaines pour apprendre les rudiments et qu'il propose donc à tous les princes de leur enseigner. On apprend alors que le garde du premier prince a utilisé son N dans toute la chambre et veut à tout prix connaître les capacités de Kurapika. Au même moment, le cafard contrôlé par la reine arrive à la chambre du 13e prince. Elle cartographie alors la chambre avec le nombre de gardes ainsi que la forme de la bête de naine, mais Kurapika maintient son Emperor Time depuis déjà 3 heures, et ce n'est pas son espérance de vie qui l'inquiète le plus, mais son état de fatigue. Le cafard de la reine arrive ensuite à la chambre du 12e prince, c'est alors qu'elle voit qu'il est en train de se faire étrangler. Elle pousse un cri de panique et demande à Kurapika de l'aider, mais celui-ci lui indique que le garde du premier prince les surveille. Elle s'énerve et part alors pour aller l'aider seule. Kurapika demande à Bill de contacter les gardes du 12e prince, mais il est déjà trop tard. Le prince Momoz est mort. La reine est alors bouleversée par la situation. Un des gardes demande alors à Kurapika pourquoi la bête de naine n'a pas protégé le prince. Kurapika lui répond alors que le prince était parti se coucher tôt car sa bête de naine a consommé trop d'énergie. Le coupable est donc quelqu'un qui connaît très bien le naine. Au même moment, le garde du premier prince demande à Oito pourquoi avoir agi ainsi, alors que c'était en sa défaveur. Elle répond alors que vouloir sauver une jeune fille d'un assassinat est quelque chose qu'elle ne connaît que trop bien. Le garde du premier prince se retire donc avec les autres, laissant la reine seule. Une fois partie, la reine continue alors sa cartographie. Bill prévient alors Kurapika que tous les princes à exception du 2e et du 6e enverront des gardes pour s'entraîner au naine. Il décide donc de limiter à 2 gardes par prince, jusqu'à ce que Kurapika ne se sente pas bien et s'écroule de fatigue. Au même moment, Hanzo le Hunter bouillit de colère face à cet assassinat. Il en déduit que celui qui l'a fait est un des gardes du prince et qu'il a utilisé un clone. De plus, il risque encore de frapper, mais Hanzo est bien déterminé à l'arrêter et lui faire payer pour ce qu'il a fait. Pendant ce temps, Tseridenic apprend à maîtriser le naine et demande si c'est vrai de pouvoir apprendre le naine en 2 semaines. Il fait alors remarquer à Terra qu'elle lui a dit qu'il fallait 6 mois et qu'il déteste les mensonges. Celle-ci rétorque qu'elle ne ment pas et que sa façon d'apprendre est la meilleure, car apprendre le naine en 2 semaines comporterait des risques. Elle lui assure donc de lui faire confiance. Cela fait 2 jours que le Blackwall navigue sur les flots. Kurapika se réveille alors et demande quelle heure il est. Bill lui répond qu'il a dormi 9 heures et que la reine a perdu connaissance en même temps que lui. Cependant, la capacité de Kurapika est restée même en étant inconscient. Cela fait donc 12 heures que son Emperor Time est actif. Au vu de son état de fatigue, il demande à la reine de continuer l'inspection directement sur le 4e prince. La reine le soupçonne donc de faire passer ses intérêts personnels avant Wobble, mais Kurapika lui explique que le premier et le second prince ont des utilisateurs de naine parmi leurs gardes, et qu'ils ont noué des relations de confiance avec le 3e prince, donc la cible suivante logique serait Tseridenic. Kurapika lui assure qu'il a fait ça avant tout pour sa sécurité et celle de Wobble, qui réagit aux mots de Kurapika. Le cafard se dirige donc vers la chambre de Tseridenic, mais il est avalé par sa bête de naine, ce qui effraie la reine. Elle explique donc ce qu'elle a vu à Kurapika. Celui-ci comprend que c'est l'œuvre de la bête de naine du 4e prince. Son pouvoir se désactive alors. Oito lui demande donc de lui apprendre le naine, car cela pourrait s'avérer utile pour sa survie et celle de Wobble. Kurapika lui dit alors qu'avec sa capacité, elle s'est déjà éveillée au naine. Quelques heures plus tard, tous les gardes prévus pour apprendre le naine sont présents. Urikov, le garde du premier prince, repère alors 4 gardes qui font semblant de ne pas maîtriser le naine, et il est d'ores et déjà prêt à utiliser son pouvoir comme légitime défense. Il active alors son pouvoir nommé Silent Majority pour observer comment ça va se passer. Kurapika explique d'abord les règles. Les gardes ont une ligne blanche à ne pas franchir, et ceux qui la passeront seront tous exclus. De plus, selon les circonstances, ils se réservent le droit d'user de la force. Tout à coup, un des gardes de Tseridenic pose le pied par-delà la ligne. Kurapika lui demande son nom et son affiliation, puis lui demande de s'écarter de cette ligne en dernier avertissement. Il recule et promet de ne pas recommencer, mais demande à Kurapika de respecter sa promesse en apprenant le naine en 2 semaines.
Kurapika lui assure que ce sera fait et lui fait remarquer que son attitude montre bien quel prince il sert. Le garde s'énerve mais est retenu par son collègue qui s'excuse à sa place. Le garde du premier prince a alors pu identifier le type de naine de Kurapika pendant que Bill guide la reine dans la maîtrise du naine. Tous les gardes se présentent alors. Kurapika leur demande donc s'il y en a parmi eux qui maîtrisent déjà le naine. Seulement 2 lèvent la main. Kurapika leur demande donc de donner plus d'explications durant le cours si c'est nécessaire. Tout à coup, une des servantes remarque la capacité du garde du premier prince et demande qui est cette femme. Ce moment permet donc au garde du premier prince d'attaquer un des gardes qui est alors étouffé et vidé de son sang par des serpents de naine. Un des gardes tire alors dans le corps et demande de contacter l'armée royale. Kurapika remarque donc que le garde a utilisé un pistolet de calibre 9 mm qui ne permet pas au Gyō de stopper les balles. La femme que la servante avait vue a alors disparu. Kurapika doit donc absolument trouver qui est l'assassin parmi les gardes. La servante est arrêtée car un des gardes pense qu'elle est coupable, mais sans preuve directe, il est impossible de l'emprisonner. Kurapika après cet incident interdit les armes pendant les cours et laisse un peu de temps aux gardes pour réfléchir s'ils veulent continuer ou non. Pendant qu'ils réfléchissent, Kurapika part interroger la servante sur l'attaque et le naine, mais elle est vite mise hors d'état de cause. La servante se pose alors la question si l'attaque ne viendrait pas de la bête de naine de Wobble. Mais cela est impossible, car sinon elle n'aurait pas vu les serpents. Kurapika pense alors que si un prince renonce à la guerre de succession, sa bête de naine devrait disparaître par la même occasion. Au même moment, les 2 gardes du premier prince discutent et on sent une certaine animosité entre eux. Kurapika entre alors et découvre que tous les gardes sont restés et commence donc à faire l'apprentissage du naine. Au 5e niveau du bateau, une bande a pris le contrôle de l'accès qui mène à la cantine et font payer l'entrée jusqu'à ce qu'ils tombent sur les membres de la brigade fantôme qui les corrige. La bande leur explique alors qu'il existe 3 gangs de mafia à Kakin, toutes liées à un prince et que les chefs des gangs se trouvent au 2e niveau. La brigade souhaite donc atteindre ce 2e niveau pour voler le trésor. La brigade prépare donc un plan et Things demande au groupe de trouver toutes les personnes qui mesurent plus d'1m90 avec leur numéro de chambre. Sur le bateau, Kuroro et Machi veulent absolument tuer Hisoka et sont persuadés qu'il se trouve sur le navire. Au 1er niveau dans une salle, le roi dit adieu à sa fille et l'on découvre alors 14 cercueils sûrement prévus pour les prochains princes. Cette première partie de la guerre de succession est terminée. Lâchez votre meilleur pouce bleu, on se retrouve très bientôt pour la suite de cet arc avec la partie 2 qui clôturera cette série sur Hunter x Hunter avec le dernier chapitre publié en manga. On se revoit très bientôt, sur ce, portez-vous bien.